entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Lucie Kabela et Messi Veniungekwa sur la complicité technique. Bonsoir et bienvenue à ce magazine dont voici les principaux titres. 14 jours de détention de nos confrères du groupe de presse Iwachu. Des voix s'élèvent toujours pour demander leur libération. Dans ce magazine, vous suivrez l'appel du comité de protection des journalistes. Intensification des intimidations et harcèlements contre les Burundais réfugiés en Tanzanie. Police et armée tanzanienne entrent dans la danse. Elles menacent d'user la force pour les rapatrier. Et en sécurité, nous vous parlerons de la recrudescence des assassinats. 13 personnes ont été tuées la semaine écoulée. Assassinat qui serait lié à la protection des intérêts des autorités, interprètent des activistes burundais des droits de l'homme. Vous suivrez ce magazine en direct sur notre page Facebook, tout comme sur différentes plateformes de la RPA, Twitter, SoundCloud, YouTube et sur le www.rpa.bi. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page média. La détention des 4 journalistes de Iwachu et de leur chauffeur est un signe éloquent de la volonté du gouvernement burundais de faire taire le groupe de presse Iwachu. Réaction du comité pour la protection des journalistes CPJ. Ce comité appelle à la libération immédiate et à l'abandon des poursuites contre ces journalistes car détenus injustement. Jonathan Rosen est chercheur de CPJ, département Afrique. Ces 4 journalistes de Iwachu et leurs chauffeurs ont été pour avoir simplement fait leur travail. Ils sont accusés d'atteinte à la sécurité de l'État et, s'ils sont reconnus coupables, risquent des années de prison, tout simplement pour avoir tenu le public informé. Les accusations portées contre eux et leur détention arbitraire constituent une tentative transparente de faire taire Iwachu, l'un des derniers organes de presse critiques au Burundi. Malheureusement, la détention de ces journalistes correspond à un modèle de répression médiatique observé au Burundi ces dernières années. Cela a inclus des détentions arbitraires de journalistes, l'interdiction de points de presse critiques et des menaces à l'encontre de journalistes individuels. Le Comité pour la protection des journalistes exhorte les autorités à libérer immédiatement les journalistes et à abandonner toutes les charges retenues contre eux. Les 4 journalistes emprisonnés sont Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabarakiza. Ils ont été appréhendés le 22 du mois dernier d'octobre en province Bubanza. Ces journalistes s'y étaient rendus pour faire un reportage sur la situation sécuritaire qui prévalait ce jour-là en commune Musigati. Ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après la pause, page sécurité. Humura Burundi. Situation sécuritaire inquiétante en mairie de Bujumbura. Depuis quelques jours, des policiers de la brigade anti-émeute sont déployés un peu partout en mairie de Bujumbura, surtout les heures du soir. Autre fait surprenant, la rencontre de la CENI et les partis politiques de ce lundi à l'hôtel Source du Nil était également sécurisée par des policiers de la brigade anti-émeute. Et pour rappel, la brigade anti-émeute a été créée en 2015 spécialement pour combattre les émeutes. Et le bilan sécuritaire lourd pour la semaine écoulée. 13 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays. Parmi ces victimes répertoriées par la rédaction de la RPA, 5 sont de la mairie de Bujumbura. Le bilan hebdomadaire de la sécurité, c'est avec Emmanuel Daishimi. 5 corps sans vie non identifiés ont été retrouvés samedi dernier au bord de la rivière Rusizi, sur la transversale 10, dans la colline Rusiga, commune Rugombo, province Cibitoke, selon la population de Rugombo. Les victimes étaient rigotées et présentaient des traces de torture. À Bujumbura, 3 personnes dont Melkisedek Naraka, Joseph Hichuburundi alias Mugamba et Juvenal Ngoragoze ont été tués vendredi dernier par balle dans un bistrot à
à Rohero. Les assassins n'ont pas été identifiés. Le même jour, un certain Salvatore Nyongabo a été retrouvé mort si la colline Muzima dans la localité d'Obuta, commune et province Bururi. 3 personnes qui lui tenaient compagnie dans un bistrot ont été appréhendées par la police. Un certain Didas Mboniha Ngouye, âgé de 64 ans et veilleur au bureau communal de l'éducation de la commune Kayanza, a été tué à coups de gourdin par des inconnus la nuit de jeudi. Ces assassins ont volé des ordinateurs et autres matériels. Evangeline Inamahoro, surnommée Mama Gift, mère de 3 enfants, a été tuée par balle la nuit de mercredi par des inconnus non identifiés au quartier Moussama 2 de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura. Le motif de cet assassinat reste inconnu. Lundi dernier, une personne a été tuée à la grenade si la colline Souza, zone Murungurira de la commune Nega en province Kirundo. Les conflits fonciers seraient à l'origine de cet assassinat. Le même jour, Shadia Nishimwe, élève de l'écofo Charama en zone Kinama de la mairie de Bujumbura, est morte des suites des coups, des fouets de son enseignant. La directrice de cette école a été arrêtée par la police. Merci Emmanuel Ndayishimiye. Cette recrudescence des assassinats ciblés observés ces derniers jours a pour objectif d'intimider la population et de protéger les intérêts de certaines autorités. Réaction de Pacifique Ninina Hazue, président du FOCODE, qui souligne toutefois que le pouvoir Nkurunziza n'a cessé de tuer des innocents. On a observé un niveau très élevé de violence la semaine dernière. Je ne sais pas si cela a un lien avec le processus électoral, mais certains crimes comme les attaques des bars ou le fait d'attaquer une famille comme on l'a vu à Kanyosha la semaine dernière, cela participe généralement de la mise en place d'un climat de terreur dans le pays. Mais je dois dire aussi qu'en réalité, le niveau de violence a été très élevé depuis 2015. Cela n'a jamais cessé. Il y a certains crimes qui sont cachés. Il y a d'autres qui ont été commis de manière apparente où on voyait des cadavres un peu partout dans les rues. Mais ce régime est resté un régime violent, sanguinaire, de la même manière depuis 2015. Donc là, il ne faut pas se voiler la face. Un autre aspect que je voulais mentionner, c'est un rapport avec l'assassinat des hommes d'affaires vendredi soir. Ça fait suite à d'autres cas d'assassinat des hommes d'affaires qui viennent généralement d'un même groupe ethnique. On a cette impression qu'en plus de la guerre politique ou de ce qui se passe dans les corps de défense et de sécurité, il existe aussi une autre guerre qui est économique, où un groupe voudrait s'accaparer de la puissance économique aux dépens d'un autre groupe. Il faut faire attention aussi avec ce phénomène qu'on observe et dont on parle très, très rarement. Mais en réalité, c'est un régime sanguinaire qui va continuer, et c'est pas demain que la violence va, que le régime garde le même et on s'en sortira après. Absolument que toutes les forces convergent. C'était Pacifique Ninina Hazue, le président du FOCODE. En page aux droits de l'homme, 5 membres du parti de la colline Buru Rusengo en commune et province Ruyigi ont été tabassés la nuit de samedi dernier par des jeunes Imbonerakure. Ces derniers voulaient perturber les activités d'ouverture de la permanence sur cette colline Buruhukiro. Le pensée avec Onésime de Shemagidze. Les 5 membres du parti CNL qui ont été tabassés par des Imbonerakure ce samedi allaient ouvrir une permanence de leur parti sur la colline Buruhukiro. Après avoir été battus, ces militants du CNL ont été conduits Manu Militari au Congo. Ils y ont été libérés le lendemain grâce à l'intervention d'autres membres de ce parti qui ont fait pression sur le chef de la zone Rusengo, comme l'indique cet habitant. Selon le journal La Voix des enseignants, mais les mêmes avis sur l'usage du bâton en milieu scolaire. Le récent cas illustratif des effets néfastes de l'usage du fouet à l'école est celui d'une Charama de la de Nahangwa à mairie de Bujumbura au coup de bâton lui infligé par son enseignante. Cité par l'enseignant, l'un des éducateurs indique que c'est très sidérant d'un enfant blessé ou
suite au coup de bâton lui asséné par son enseignant. Cet éducateur se demande pourquoi cette pratique, alors qu'elle est interdite par le ministère de l'Éducation, de et professionnelle. Selon lui, seules les sanctions éducatives qui amènent les enfants à s'améliorer sont permises. Mais d'autres enseignants pensent que l'utilisation du bâton est très importante à l'école, selon toujours la voix de l'enseignant. L'un d'eux estime qu'il doit sa réussite à la sévérité des enseignants. Selon une enseignante d'une école fondamentale de la ville de Bujumbura, on ne devrait pas sanctionner un enseignant pour avoir donné 1 ou 2 coups de fouet, car il y a des turbulents à qui l'enseignant doit imposer la discipline en classe. De leur côté, certains psychopédagogues, interrogés par le journal La Voix de l'enseignant, conseillent aux éducateurs d'utiliser d'autres moyens à la place du bâton pour sanctionner un élève. Selon eux, cette pratique crée une peur chez l'élève et risque même de provoquer un blocage de son processus d'apprentissage. Dans certains cas, souligne-t-il, les élèves finissent par fuir l'école. Les intimidations et harcèlements contre les réfugiés burundais sur le sol de plus en plus de l'ampleur. Les autorités policières et militaires de ce pays ont usé de la force pour les contraindre au sexuel. Entendre les détails de cette information pour des raisons involontaires. Dossier de ce magazine, les conditions de vie des réfugiés qui vivent du commerce au camp de Nyarugusu, c'est toujours en Tanzanie, se détériore de plus en plus. Cette détérioration à la mesure de tous les marchés des camps. C'est avec Walter Kwizera. Après la fermeture des marchés des camps de Nyarugusu et Nduta, les conséquences se font déjà sentir, surtout pour les réfugiés qui vivaient du commerce au camp de Nyarugusu. Les de ce camp éprouvent beaucoup pour s'approvisionner suite à la fermeture de ces marchés. Ce réfugié du camp de Nyarugusu témoigne. Actuellement, ici à Nyarugusu, la vie est difficile pour nous suite à la fermeture de tous les marchés. Même quand tu as de l'argent, ce n'est pas facile de trouver ou acheter ce dont tu as besoin. Et quand tu trouves ou acheter ce que tu veux, il revient très cher car aident encore les produits, les vendent chez eux à cause de la fermeture des marchés. À présent, la vie est difficile. Ces réfugiés, c'est une grande perte pour les commerçants qui exerçaient dans ces marchés. Ces derniers restent chez eux et rien faire, ce qui les pousse à grignoter sur leur capital. Pour les commerçants, c'est très difficile avec la fermeture des marchés. Ceux qui avaient à la maison, ça c'est une perte. Quand quelqu'un a un capital et le garde à la maison avec tous les marchandises, il ne fait rien, il va finir par le consommer. À la maison, sans rien faire, tu continues à manger et les enfants ne vont pas manger. C'est la deuxième journée